Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Tomber amoureux. Ce moment où tout semble simple, évident, beau. On vibre, on croit avoir trouvé la personne idéale. La personne parfaite, celle qui nous complète, notre âme sœur. Et puis la réalité frappe. Les disputes arrivent, les incompréhensions commencent. Des émotions parfois violentes nous submergent et on se demande pourquoi ça se passe toujours comme ça. Pourquoi ce qui était si fluide devient si compliqué? La réponse, c'est l'effet miroir en amour. Ce moment où notre partenaire devient le reflet de nos blessures, de nos peurs, de nos traumatismes, mais aussi une opportunité incroyable d'évoluer. Parce qu'en amour, on ne se contente pas simplement d'aimer l'autre, on s'explore aussi soi-même. Aujourd'hui, on plonge dans cette réalité qui bouleverse nos relations de couple. Bienvenue dans Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode de podcast. Commençons par rappeler le poids de notre passé qui influence notre manière d'aimer. De 0 à 7 ans, notre cerveau est une éponge émotionnelle. Dès le ventre de maman, bébé commence déjà à enregistrer des informations. Dès la naissance, cela s'intensifie avec ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, ce qu'il sent, ce qu'il vit. Les premières années sont cruciales pour développer tout ce qui est confiance en soi, amour de soi, lien à l'autre. De 0 à 7 ans, l'enfant a besoin d'amour et de sécurité pour grandir, pour s'épanouir et créer des relations avec lui-même et avec les autres saines. Ici, je vous renvoie sans le développer plus sur la théorie de l'attachement développée par John Bowlby. Ce que l'on va voir ici et maintenant, c'est que l'enfant de 0 à 7 ans a besoin de satisfaire ses besoins vitaux. Et ces besoins vitaux à cet âge-là, c'est certes manger, boire, dormir, etc. Mais c'est aussi et surtout l'amour, la sécurité, l'attachement, ressentir un besoin d'appartenance et de rassurance. Et notre premier référent, très souvent, c'est notre mère. C'est notre premier modèle. C'est la personne qui va s'occuper le plus de nous dans les premières années de notre vie. Ou pas, justement. Dans ces années-là, est-ce qu'on s'est senti aimé? Est-ce qu'on s'est senti valorisé? Est-ce qu'on s'est senti écouté? Est-ce qu'on s'est senti en sécurité? Ou bien est-ce qu'on a plutôt ressenti du rejet, des critiques, un manque de reconnaissance? Parfois, on a ressenti de l'amour de notre mère qui était peut-être très présente, voire trop présente. Si une mère est anxieuse, peu confiante, qu'elle ne se donne pas non plus la priorité, qu'on la voit, elle, s'oublier, ne pas avoir confiance en l'amour qu'elle se donne, donner beaucoup aux autres mais ne rien recevoir en retour, ou si elle est peu démonstrative dans sa manière de montrer ses émotions, l'enfant absorbe toutes ces insécurités et il va l'intégrer comme une normalité. Cela va devenir son quotidien, son mode de référence, une norme. Et plus tard, il se demandera pourquoi ai-je si peur d'être abandonné? Pourquoi ai-je des difficultés à montrer mes émotions? Pourquoi est-ce que je fais passer l'autre avant moi? Pourquoi j'ai cette dépendance affective? Ou ce besoin de me protéger, de mettre cette armure qui va me couper de l'autre? Toutes ces questions, ce sont les traces laissées par notre enfance. Puis, jusqu'à ses 21 ans, le cerveau va continuer d'enregistrer des informations de façon émotionnelle et de façon rationnelle, avec toutes les expériences qu'il va vivre au quotidien.
des millions et des millions d'informations enregistrées. Il va bâtir une architecture autour de ces informations enregistrées. C'est ce qui va définir plus tard nos émotions, nos comportements, nos mécanismes conscients et inconscients, nos perceptions du monde, de la vie, nos relations, notre façon de donner, notre façon de recevoir, notre façon de se protéger, notre façon de faire confiance. En fait, de 0 à 21 ans, nous sommes en train de construire tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait. Imaginez que pendant toutes ces années, le cerveau ait appris à voir le monde au travers d'un prisme bleu. Ce prisme bleu, ça devient notre réalité. C'est notre réalité. Et comme le cerveau, il a besoin de cohérence, il va chercher toutes les preuves, toutes les validations qui vont venir conforter et réconforter cette vision, ce prisme bleu. Il va toujours évoluer avec ce filtre bleu, ce prisme bleu, même si cela nous blesse, même si cela nous fait du mal. Parce que c'est connu, parce que c'est rassurant, parce que c'est cohérent pour lui. Et tant qu'on n'a pas appris, je dirais même plus, tant qu'on n'a pas ressenti, consciemment et inconsciemment, qu'il existe d'autres couleurs, qu'il existe d'autres prismes, pour le cerveau, c'est impossible d'imaginer, de voir, de sentir, de ressentir, de vivre vraiment qu'à l'extérieur de ce prisme bleu. Alors, quand on cherche à se mettre en couple, notre cerveau va consciemment et inconsciemment chercher un partenaire qui rentre dans ce prisme bleu, dans cette réalité connue, rassurante. Il va agir avec des comportements conscients et inconscients pour reproduire ce qu'il connaît déjà, avec soi, avec l'autre et tout simplement dans la relation. Et c'est pour cela qu'on parle d'effet miroir dans le couple, parce que l'autre va venir réveiller, va venir mettre en conscience nos blessures, nos mécanismes, nos peurs, nos doutes, nos traumatismes. Reprenons l'exemple du prisme. J'ai appris que le monde était rouge et mon partenaire a appris que le monde était jaune. Quand je relationne avec lui, pour moi, c'est logique qu'il soit rouge. Ça ne peut pas en être autrement. Il est rouge dans tous les cas. C'est normal. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas le monde comme moi. Souvent, dans ces phases-là, vous vous dites « Ah, il a fait ceci, il a pensé ça, ou j'ai pensé ci, j'ai fait ça. » Mais c'est logique, c'est normal. Il aurait dû le savoir, il aurait dû le comprendre. C'est comme ça pour tout le monde. Mais en fait, tout ça là, toutes ces réflexions, ça vient de votre prisme de couleur. Et tant que l'on n'a pas appris à créer ensemble une nouvelle couleur, ici le orange par exemple, le couple ne peut pas évoluer. Un couple, c'est quoi? Un couple, c'est qui je suis moi, qui est l'autre et qu'est-ce que l'on met en commun. Mais c'est surtout une dynamique en constante évolution. Les problèmes émergent souvent lorsque la phase de pleine lune est terminée et que le cerveau revient à la réalité. C'est aussi particulièrement visible lors des phases de transition. L'arrivée d'un enfant, un déménagement, une opportunité professionnelle, une envie d'évolution personnelle. Ces changements mettent en lumière les déséquilibres, car chacun vit le changement différemment. Chacun vit le changement à travers son prisme de couleur appris, connu et rassurant. On peut aussi remarquer que parfois l'un des partenaires a envie d'évoluer, consciemment ou inconsciemment, mais pas au même rythme ou pas dans la même direction que le partenaire. C'est là que les tensions vont apparaître, car le couple repose sur une dynamique d'adaptation mutuelle. Si un seul change, l'équilibre est rompu. Une prise de conscience commune est essentielle pour permettre une transition harmonieuse et éviter les incompréhensions ou les frustrations. Et donc, 3 identités, avec leurs propres blessures, leurs propres traumatismes, leur propre prisme de couleur. Cela crée des tensions, des conflits,
et souvent des incompréhensions. Alors, est-ce que ça veut dire que l'on doit guérir toutes ces blessures et tous ces traumatismes avant de se mettre en couple? Comme on peut l'entendre, d'abord, travailler sur soi et après être avec l'autre, devenir la meilleure version de soi-même et apprendre à s'aimer soi avant même de pouvoir se mettre en couple? La réponse est bien évidemment non. Déjà parce que c'est impossible de guérir toutes ces blessures, tous ces traumatismes. Si vous avez réussi à faire ce travail et que vous n'avez plus aucun traumatisme, plus aucune blessure, qu'elle soit grosse ou petite, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire sur terre. Vous êtes au paradis. Et le paradis, ce n'est pas ici. Ne plus avoir aucune émotion négative, je le répète, c'est impossible. D'autant plus que les émotions négatives sont là pour une raison. Elles ne sont pas réellement négatives, elles sont des informations à prendre en compte. Et ensuite, c'est grâce à l'autre que nous pouvons évoluer. Comme on le dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je vais prendre un exemple. Imaginons cette personne en dépendance affective, parce qu'elle aurait manqué d'amour quand elle était jeune, et donc elle va chercher cet amour, elle va chercher cette rassurance chez l'autre. Elle va bien évidemment pouvoir travailler ce manque d'amour de son côté. Et d'ailleurs, c'est même la seule solution, c'est de travailler de son côté sur ce manque d'amour, d'apprendre à se remplir elle-même. Mais comment elle peut savoir où est-ce qu'elle en est, sur son chemin, sur son évolution, sur ce manque d'amour, si elle n'a personne en face d'elle pour lui renvoyer cette dépendance affective? Ce serait comme un tennisman qui veut travailler son revers. Ça lui appartient de travailler son revers. Il n'y a que lui qui peut s'améliorer dans la technique pour améliorer son revers. Mais si personne n'est là pour lui renvoyer la balle, ça va être très compliqué, voire impossible de pouvoir le faire. Mais attention, l'origine des émotions que nous ressentons, cela nous appartient. C'est à nous d'aller le travailler. L'autre ne pourra jamais guérir à notre place nos blessures, nos traumatismes, nos peurs, nos doutes. Cependant, tant que l'on n'aura pas travaillé ces peurs, ces traumatismes, ces blessures et ces doutes, cela va impacter l'autre et impacter notre couple. Alors, si ce que je vous ai partagé aujourd'hui a fait écho en vous, si vous sentez que votre couple est actuellement en train de traverser ces mécanismes, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez est normal et surtout, il est toujours possible d'avancer ensemble. Et pour cela, pour avancer ensemble, pour évoluer, il est nécessaire de travailler sur soi en individuel et sur le couple en même temps. À mon sens, beaucoup de thérapies couple se concentrent actuellement sur la relation, sur la dynamique du couple. Mais sans transformation individuelle, le couple ne peut pas vraiment évoluer et se réinventer. Et c'est pour cela que je souhaite accompagner différemment. Je vous accompagne individuellement et ensemble pour dépasser les blocages profonds et construire une relation saine et alignée. La solution que je propose pour les couples est une approche globale qui permet de travailler à la fois sur soi et sur la relation, en créant un cadre sécurisé, structuré. Cet accompagnement inclut un état des lieux individuel et conjugal, un suivi personnalisé pour identifier et pacifier les schémas inconscients qui impactent la relation, ainsi que des outils concrets pour créer un couple aligné, solide, équilibré et qui va communiquer. Ici, il ne s'agit pas seulement d'apaiser les conflits, mais d'initier une réelle transformation en profondeur, où chacun va trouver sa place et évoluer ensemble vers une vision commune. Si vous souhaitez en savoir plus, comme toujours, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte et aller plus en profondeur. Votre couple est un miroir. La question est de savoir qu'est-ce que vous voulez y voir. Dites-moi en commentaire si cet épisode vous a parlé. Partagez-moi vos expériences. Pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne rien manquer et me soutenir.
et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.